Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à Deauville, l'émission qui débriefe les films sur la plage. Parce qu'on était allé à la plage là, hier soir, donc voilà. On est tout mouillé. Oh, je peux rentrer, je suis toute mouillée. Les grands films, les grandes références. C'est too much. The Girl Next Door. 5e épisode sur nos pérégrinations au Festival du cinéma américain de Deauville 2020. On reprend l'émission, voilà, on a 2 phrases, on a déjà dérivé. Tu rigoles, mais aujourd'hui j'aurais quand même préféré voir Girl Next Door. Hein. Je veux dire, si ça tenait qu'à moi. En boucle. Je suis Thomas et avec moi toujours en léger différé. C'est du podcast, donc c'est toujours du léger différé, ça ne change pas. Et on est encore à Deauville, donc on est toujours à la Villa Claque avec bien les plagistes de la critique. Salut Thierry. J'ai pris mes palmes, ça fait un petit peu mal au doigt de pied. Oh. Salut Gabin de Cinématrack et Silence Motor Action. Oui, bonsoir. Désolé, c'est pour moi le léger différé ce soir. Ah ouais, t'es en différé parce que Thierry nous avait déjà fait la vanne. Ouais, mais chacun son Blague éculée. tour. Et Marwan, taulier de l'émission, bien sûr, une fois de plus. J'ai fait un beau château de sable. C'est Ouais. faux. Tu vois, c'est beau qu'ils aient pas l'image, hein, parce que t'avais l'impression qu'il était en train d'y réfléchir, qu'il était tout fier de lui, et là il a fait son flop. Il a fait un pâté. C'est pas un flop, tu verras. Ça va rire en léger différé. Ça va applaudir en léger différé. Wouhou! Le prix du Voilà, plus beau merci. château de sable. On va être honnête. Ouais. Oh là là là, Thierry. Bien, bon, bref. On n'a pas eu d'émission hier parce que on a voulu regrouper les émissions de mercredi et de jeudi. Mercredi 8 et jeudi 9 septembre. Ouais, bon, on avait la flemme, quoi, hein, je veux dire. Non, la vraie raison, c'est qu'on était tous dépités. On était tous fatigués. Ben oui, mais bon, il faut aussi regrouper. Puis l'émission de jeudi était très très courte. On n'aurait pas fait non plus une grosse émission. Voilà, donc on préfère tout vous mettre pour vous faire un beau truc. Et parce qu'aussi demain, il y a une grosse journée. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, encore une très belle programmation entre la compétition et les avant-premières. En compétition, on aura The Violent Heart, Lorelai, Sophie Jones and The Nest. The Nest avec Jude Law. Oh, le beau Jude Law. Ok, non. C'est à peu près tout. Voilà. Et en compétition, on aura Wendy de Ben Zeitlin, le réal des bêtes du Sud sauvage. En première, monsieur, en première. En première. Hein. Résistance, avec Jesse Eisenberg en En Marceau. mime Marceau résistant. Tu rigoles déjà, arrête. C'est pas tout de suite qu'on aborde le film, Thomas. Je sais que t'en veux envie là, mais. Et Des hommes, film en sélection à Cannes avec Gégé Depardieu Jean-Pierre Daroussin et Catherine Fro. et voilà, Jean Daroussin et 4-4. Ah là là, c'est magnifique. Ce soir, c'est tapis rouge. Ce soir, une fois de plus, on va se régaler. Vous êtes chaud, vous êtes bouillant. Bien On sûr. est chaud bouillant. Chaud les marrons chauds. Allez, on commence tout de suite avec la compétition. Et on a Gabin qui est mort de rire. Voilà, qu'est-ce qui se passe, Gabin? C'est pas moi, c'est Titi qui est mort de rire. Ah bah oui, mais vous êtes en joie par ce beau programme. Je pense que si je fais une blague que j'en suis fier et que je rigole, Gabin, moi ça le fait marrer. Tu vois. Je pense qu'après, je suis perdu. On commence avec la compétition The Violent Heart de Kerem Sangan. Titi a le Covid. Oui. Oh là là, Thierry, ça y est. Là, J'ai toussé sur la bonne. mais tu es tout émotionné par ce film et je comprends parce que c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Daniel qui voit sa sœur mourir et ça va traumatiser sa vie, ça va la bouleverser à jamais. Et en grandissant, il va rencontrer la jeune Cassie, étudiante. Et une amour va naître entre eux. Mais le passé de Daniel risque de bouleverser tout cela. Vont-ils pouvoir mener leur amour jusqu'au bout? Réponse dans le film. Tu dis Cassis, toi. Bah, je sais pas parce que moi c'est une question de région. Je pense que moi je dis Cassis. Je veux dire. Waouh, oula, tu t'es trompé de plateau, les grosses têtes, c'est en face. Ah d'accord, putain, je me disais que Philippe Bouvard, on m'a dit il va rigoler, t'inquiète pas, il sera là, et je voyais juste Gabin qui est rouge, mais c'était pas pareil. Bref, une histoire d'amour, une histoire touchante, des sentiments et un lourd passé qui ressurgit. Marwan, c'est l'histoire de ta vie un peu, non? C'est ça. Marwan, tu es un peu le lourd passé qui ressurgit toujours dans nos vies. C'est ça, totalement. Bah ouais, j'ai un peu vu mon passé dans ce film, donc j'ai un peu pleuré. Non, mais plus sérieusement, c'est un film qui, je trouve, a de ses qualités et ses défauts. Donc dans la mesure où
il se veut être une romance au départ, mais à un moment donné, il fait ah bah non, j'ai pas envie d'être que ça, j'ai envie d'être autre chose. Et, euh, et c'est peut-être là où ça va déconner un peu dans la mesure où il ne veut pas, on va dire, être enfermé par les codes de la romance. Bien qu'en réalité, je trouve que il maîtrisait très bien ses codes. Parce que même si il jouait sur des personnages le mec mystérieux et puis la fille solaire qui va, on va dire, aider le personnage à, on va dire, grandir et puis évoluer. Mais il le faisait bien, il le faisait avec application et en même temps il touchait, je trouve, des thèmes assez difficiles comme le deuil sans être trop dans le stéréotype. Et ça, je pense que c'est joué, c'est grâce aux acteurs qui interprètent plutôt bien leur rôle. Et le problème, je pense, qui est à moitié fait, c'est que il voulait faire un thriller à côté et qu'il a essayé de lier. Et je trouve qu'en réalité, quand on y repense, c'est lié du début à la fin. Mais il a des liants, des retournements de situation qui déconnent un petit peu, je trouve. Ouais, toi aussi Thierry, trouve que les liens sont pas terribles. Ouais, bah c'est ça, c'est que c'est un petit peu que c'est un petit peu comme le film qu'on avait vu la veille, la Don't Tell a Soul. C'est un film qui essaie d'avoir trop de twists et qui du coup se perd en fait dans son intrigue parce qu'à partir du moment où ils s'arrivent tous d'un coup parce qu'il faut bien que l'intrigue avance. Et c'est le genre de moment où tu te dis soit ça passe et t'acceptes le truc et même si c'est passé au forceps, allez pourquoi pas, lançons dans le truc. Soit je te dis putain, c'est un peu surfait quoi. Moi j'étais un peu frustré parce que j'aime beaucoup Lucas Haas qui joue donc le père de Cassie. C'est un acteur, c'était le petit gamin c'était pas un gamin non plus, mais c'était l'adolescent qui butait les martiens dans Mars Attacks. Et j'étais là, ce mec me manque en fait au cinéma. J'aime bien sa tête, j'aime bien ce qu'il est capable de faire avec son visage et ses expressions. Et je l'avais revu dans Lincoln, je crois. Oui, je joue juste un soldat quoi. J'étais tellement triste de me dire qu'il était réduit à des seconds rôles mais annexes. Et là j'étais là putain, il a un beau rôle et tout. Bon bah, finalement pour ce qu'ils en font non. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est le problème, c'est ces rebondissements qui arrivent un petit peu de nulle part, la manière dont ils sont amenés, avec cette histoire de plumes aussi. C'est ça vraiment qui déconne. Je pense qu'en réalité, ça fonctionne. Et moi, j'ai quand même apprécié l'idée parce que je trouve que dans l'écriture, on sent dès le départ qu'il veut nous emmener dans un thriller. Ouais. Tu vois. Ça, mais en fait, toute l'intrigue sur le papier est hyper intéressante, et même les tenants et aboutissants, jouer avec les non-dits, avec les. Tu vas te prendre des révélations sur ta famille qui vont totalement te retourner, tu sauras plus qui croire et tu seras perdu parce que tu peux pas être autre chose que perdu dans ce genre de cas. Mais la manière de les amener et la manière de les mettre en scène font que du coup, c'est là que ça patauge et c'est dommage, ça sert pas le récit quoi. Gabin. Alors moi j'aime toujours ce film malgré ses défauts. Et ce qui me plaisait, c'est que dès le départ, donc ça s'ouvre sur cette histoire de meurtre non résolu, donc le meurtre de la sœur de Daniel, donc auquel il assiste. Et ce qu'on se disait un peu tous, c'est que voilà, c'est cette histoire qui va forger le personnage, qui va faire naître en lui le traumatisme et donc faire naître la violence qu'il a dû apprendre à maîtriser au fil des années. Et ce qu'on se disait un peu tous, c'est du coup c'est ce qui a fondé le personnage, mais finalement cette histoire de meurtre, elle va rester un peu sous le tapis tout le long. Et ça va juste expliquer le personnage. Et finalement, on va passer outre et il y aura l'histoire d'amour et donc comment Cassie va essayer de tempérer un peu Daniel. Et je trouve que la romance entre les deux est plutôt bien écrite et assez belle. Je trouve que les deux acteurs sont très bons. Et donc c'est vrai qu'on se disait un peu, du coup, le meurtre, en fait, c'est pas grave si c'est pas résolu, voilà. Et non, malheureusement, c'est vrai que c'est dans ce dernier tiers où les twists s'accumulent un peu comme des rebondissements d'un truc du samedi sur Énergie 12. Malgré tout, j'aime quand même le film. C'est plaisant parce que ce que ça raconte, c'est plutôt cool, quoi. Oui, voilà. Alors, le cliché, il est partout. Alors, il se ressent énormément dans la partie thriller. Parce que alors, le film s'ouvre sur un thriller. C'est un gamin qui assiste au meurtre de sa sœur et il connaît pas, il n'arrive pas à identifier le meurtrier et on ne saura jamais qui c'est. Et alors, au début, on se dit ça va partir sur une enquête. Et puis, ça part sur l'histoire d'amour. Donc, on a Daniel qui est joué par Jovan Adepo, qui est un super beau gosse. Il joue le garagiste. Après, on apprend qu'il veut aller dans les Marines. Et puis après, on apprend qu'il a une moto. Et puis, on sait qu'il peut arracher un œil avec un coup de poing. Enfin, on sait plein de trucs. Et le mec, il fait de plus en plus badass. Et on se dit... Et donc, on a la fille en face, Cassie, donc jouée par Grace Van Patten, qui... Bon, dès qu'il montre ça devant elle, il cause toutes les cases pour faire le bad boy. Donc, on sait que, bon, ça va être très magnétique entre eux, quoi. Et
cette histoire d'amour, bon, malgré tous ces clichés qui s'enchaînent, ben, malgré tout, ça marche, j'y crois. Et puis, il y a ce gamin qui a son passé parce qu'il a été perturbé, il s'est passé des choses. Il veut avancer dans la vie, mais son passé le rattrape. Et il y a cette copine qui est avec lui, est-ce que son amour va durer? Parce que c'est quand même un mec qui a une situation difficile, socialement, elle est quand même un peu mieux, parce qu'elle va faire des hautes études et autres. Et on est là, on les regarde, et moi j'ai envie de voir cette histoire. Et je me dis, si on ne sait pas qui est le meurtrier de la sœur, c'est pas grave. C'est ce que disait Gavin, c'est que ça jouait juste sur le côté, il a eu un traumatisme qu'il va devoir affronter, peut-être voilà. revivre à un moment, mais pas forcément voilà. l'élucider, quoi. Et c'est ça. Et après c'est en roue libre, dès la moitié du film, on part dans les twists, ouais, et là on en a plus. C'est la grosse rupture de ton en plein milieu. Et qui est beaucoup moins bien réussie, et c'est là que le film me perd. Et là, ouais. Je suis l'argument coréen de l'équipe, hein, donc moi j'adore les ruptures de ton comme ça, ultra brusques. Oui. Mais c'est vrai que là, c'est quelqu'un qui n'a pas non plus fait une immensité de métrage, mais c'est vrai que ça manque un petit peu du coup de maîtrise à partir de là. Par contre, alors ça, je salue quand même la tentative de tenter justement d'inclure des histoires, de faire des trucs, c'est généreux, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. Il y a une envie de faire quelque chose, il y a une envie de raconter une histoire, de raconter un scénario, même si du coup on oublie cette histoire. Et en même temps, tu me diras, après les années, c'est normal qu'elle ressurgisse d'un coup et qu'on n'y pense pas. C'est juste que il y a un problème d'accroche, mais bon. Surtout que c'est quand même montré de manière assez explicite, je trouve. Au début, on se dit c'est quand même un gosse de 9 ans qui voit sa sœur se faire flinguer à bout portant. Non mais moi, ce qui m'ennuie juste, c'est que en fait, le twist qui lance la deuxième moitié du truc, je l'ai spoilé à Marwan pour déconner. Ça joue. Je dis, tu vas voir, à tous les coups, c'est ça. C'est vrai qu'on le voit et 20 quand minutes même après, venir, et 20 minutes après, mince, c'est ça. Bon. C'est un peu ça qui m'a gâché le film. C'est vrai qu'on sentait qu'il, je pense, pendant le processus d'écriture, il galérait à relier le truc. En mode, comment je vais faire pour qu'elle comprenne que c'est ça et c'est ça, tu vois. Et ça me faisait rire. Je fais, mais il a dû vraiment faire un petit retournement de situation à la petite téléfilm, et ça c'est dommage. Mais je trouve quand même que ça tient même la suite, même la fin, parce que en fait je trouve que ça fonctionne parce que ça appuie un thème qui est fort, c'est celle de la violence. C'est comme, pour très grossièrement parler de ça, c'est un peu est-ce qu'il va flancher dans le côté obscur de la force. C'est ce côté où est-ce qu'il va souffrir de cette violence qui le ronge depuis toujours, depuis ce traumatisme, j'imagine. Et en plus, ce personnage-là je trouve des belles punchlines, comme à un moment donné, il dit à son petit frère, tu sais, un homme, c'est pas rendre des coups. Un homme, c'est recevoir et partir. C'est d'essayer de savoir prendre sur soi, savoir... et ça, c'est très beau, savoir encaisser, voilà. Encaisser, c'est davantage, entre guillemets, un signe de force que de redonner le coup. Non, c'est vrai que ce qui était assez beau, en tout cas ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a cette relation non seulement entre Daniel et Cassie, mais aussi entre Daniel, son frère, et donc leur mère, qui est jouée par Mary J. Blige, au passage. Mary J. Blige. Mary J. Blige. Et du coup, il y a toute cette crainte que la violence de l'aîné rebondisse sur le plus jeune. Ouais. En effet, cette crainte-là. Et aussi, si jamais vous vous demandiez ce que faisait Tobey Maguire, eh bien, il produit ce film. Voilà, vous savez. C'est vrai qu'il fait pas grand-chose depuis longtemps, mais il produit des choses sympas. On passe à une autre histoire d'amour. Parce qu'il y a de l'amour dans la compétition. Lorelai de Sabrina Doyle avec Pablo Schreiber et Jenna Malone. Moi, ça me fait plaisir de voir Jenna Malone, en fait. Ouais. Parce que moi, j'étais tombé en amour, comme disent nos amis canadiens, québécois. J'étais tombé en amour dans Sucker Punch, voilà. Pourtant, elle parle quasiment pas dans Sucker Punch, mais bon, que voulez-vous, j'étais ado. Et puis sinon, on la revoit dans Hunger Games et Neon Demon, mais bon, elle est pas... Et là, on la voit à l'avant du film, même si c'est un petit film. Elle joue Dolores qui rencontre Wayland. Elle le rencontre, elle le retrouve par hasard alors que Wayland sort de prison. Elle était dans un groupe d'aide et en gros, Wayland, c'est son amour de jeunesse. Et donc, ils vont se rabibocher, se remettre ensemble. Et quand elle ramène le beau gaillard à la maison, celui-ci va découvrir qu'elle a continué sa vie pendant qu'il était en tôle. Et ces 3 gamins donc qu'elle a fait. Les gamins qu'elle a fait. Et du coup, comment on fait dans cette situation ? On est plutôt du côté du prisonnier, de Wayland, qui est-ce qu'il va suivre cette famille ? Est-ce qu'il va
rester en tant que père de substitution? Est-ce qu'il va accepter cette situation-là? On va suivre Dolores aussi, qui elle a renoncé à ses rêves pour rester avec ses enfants et autres. On est sur une histoire de seconde chance, de temps perdu, de temps retrouvé, de temps rattrapé. C'est Proust. C'est Proust même. Thierry. Alors, petit point culture, ce qui est un très sympathique, et heureusement ça nous a évité quelques frayeurs, Lorelai c'est aussi un très mauvais morceau de Scorpion. Et oui. Je suis ravi de savoir qu'ils n'ont pas développé sur le thème de ce morceau. C'était l'instant Titi. Voilà. On reparlera musique plus Moi, tard. ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que ça fait un double portrait. On nous parle de Lorelai, la sirène, on nous parle de plein de choses, et au final, pendant une bonne partie du film, on est autour de Wayland, qui est donc ce mec qui a fait de mauvais choix, parce que t'étais dans une contrée paumée aux États-Unis, il a sa copine Dolores, il aimerait bien lui offrir des belles choses, mais il a pas beaucoup de sous, donc il s'amourache avec les mauvais gens, il fait des coups. Ses copains les bikers, Ça se retourne contre sa gueule, il fait de la prison, mais il est humble, il ratonne pas, il dit rien. Du coup, les mecs sont contents de le retrouver derrière et lui proposent encore quelques petits deals. Et du coup, voilà, on va avoir, c'est un double récit de repentance. D'abord la sienne, puisque lui, il arrive, il aimerait bien retrouver une vie normale et il se retrouve un petit peu bloqué là-dedans, à se dire que ce truc qu'on lui propose, c'est d'aller bosser à la casse du coin. Et il a pas énormément d'autres aspirations ou ambitions, mais il aimerait bien ne pas faire ça non plus, quoi. Et ça le mine. Et du coup, il se retrouve à vouloir retrouver son amour de jeunesse, mais voilà, qui a 3 gamins, qui a vécu sa vie, qui a vécu des trucs très durs, qu'il n'a pas partagé avec elle. Et c'est compliqué. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a bien posé ce cadre, c'est pas qu'on oublie Wayland, c'est qu'on le met un petit peu de côté pour faire exploser Dolores au sens du cadre. Et pourtant, on reste avec Wayland. On reste avec Wayland. Il reste aussi important, mais on te dit, maintenant qu'on a raconté son histoire, qu'on a bien posé ça, on va s'intéresser à elle parce qu'elle est hyper intéressante. Et à partir de là, ça devient un portrait de femme, mais fou, complètement dingue. Cette nana, elle explose le cadre, elle est fantastique. Jenna Malone est dingue là-dedans. Et voilà, et ça te parle aussi de cette nana qui n'avait aucun repère, s'est accrochée au premier mec qui venait, a fait comme elle a pu pour ressembler à ce qu'elle imaginait être une femme qui du coup devait se placer dans un foyer, faire des enfants, faire des trucs. Ah non, mais elle avait son rêve, elle voulait juste aller à Los Angeles voir la mer, quoi. Ouais, mais avec lui. Avec du lui. Coup, voilà, mais comme il est en tôle, c'est foutu toute là. Seule, qu'est-ce qu'elle allait faire? Et du coup, qu'il a à tout qui revient, qui dit maintenant que j'ai récupéré le mec que je voulais. Elle fait le bilan quoi sur elle-même et elle se dit je suis beaucoup trop jeune et j'ai rien fait et du coup elle a envie de se casser, elle a envie de tout laisser tomber et c'est aussi voilà du coup cette espèce de volonté d'émancipation tardive qui est hyper intéressante, tu vois, de ces personnes qu'on a cantonnées dans des rôles trop longtemps, qui n'ont jamais vécu leur enfance, leur adolescence, qui ont toujours dû vivre avec des responsabilités et qui se retrouvent à tout envoyer péter pour vivre en fait. Et c'est super beau. Et le troisième point qui est fort, et après je laisse la parole à mes comparses, c'est les gamins. Qui sont les 3 gamins qui sont fous aussi, qui ont tous des personnalités. Ils nous font même un truc qui aurait pu devenir un espèce de cliché qui se passe bien, c'est le petit dernier. Donc il y a un garçon qu'on confond avec une fille parce qu'il adore porter les vêtements de sa sœur, il aime bien porter des petites barrettes dans les cheveux et ça. Et il y a aucun moment où tu te poses de questions sur ce gosse, en fait, c'est juste un petit garçon tout mignon quoi, qui a des délires à la con. Et c'est super fun quoi, ça tombe pas dans du pathos, même si ça aurait pu, et je trouve ça assez brillant là-dedans en fait. Oui. Marwan. Ça va être dur de passer derrière toi parce que tu as vraiment dit l'ensemble de ce qui est intéressant par rapport à ce film. Et c'est vraiment, je trouve, un film passionnant aussi à bien des égards parce que, encore une fois, c'est cette idée de jouer sur le temps qu'on rattrape, sur la famille recomposée, mais il le fait pas non plus dans le cliché. Et je trouve que en fait, Wayland, il fonctionne, je trouve, parce que en fait, il est une force tranquille. C'est la même force tranquille que que le personnage principal de Son of Philadelphia. Sauf que lui, ça, c'était mal foutu. Mais je veux dire, c'est qu'en gros, c'est la force tranquille. Tu sais que si tu l'emmerdes, il peut être très violent, il peut être très méchant. Mais il est profondément gentil à la base. Et il est toujours calme, à peu près calme. Et c'est ça qui fait que il ne va, enfin, c'est pas le mec qui est énergique qui va toujours être dans un peu partout à vampiriser les autres. C'est vraiment celui qui à un moment donné va laisser la place. Et non, c'est vraiment passionnant. Et puis en gros, j'ai quand même beaucoup aimé aussi ce côté biker qui n'était pas forcément, je trouve, encore une fois dans le délire, trop dans le mythe des bikers dans les films américains.
Et c'est vraiment ce côté où il y a une question de famille aussi. C'est que les bikers, c'est une famille. Et lui, il va se poser la question, c'est est-ce que je vais choisir cette famille-là, rester encore avec cette famille-là, ou dans un sens, ou accepter celle qu'il a maintenant avec Dolores. Au final, on revoit jamais vraiment son club en plus, quoi. Je veux dire, on revoit le gars Kurt vers qui il va demander du travail et qu'il aide en lui disant tu nous as aidés donc on est là. Mais c'est vrai que cette espèce de grande famille qui serait genre tous venus le chercher à la sortie de prison ou quoi que ce soit, ils sont pas là, hein. Ils s'en foutent de sa gueule, quoi. S'il revient, il revient, s'il revient pas, il revient pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de côté. Je pense qu'il a aussi conscience que cette famille en laquelle il a tenu aussi longtemps n'est pas forcément là aussi pour lui redonner des repères derrière, quoi. C'est sûr, mais quand je dis ça, c'est parce que en gros tout le long, on sous-tend qu'en fait, ça va, comment dire, qui pourrait redevenir un biker. Oui, bien Par sûr. exemple, t'as la copine de Kurt qui lui dit tiens, je vais te reconstruire une moto, tiens, je t'ai gardé ta veste. Et en plus, le symbole du moment où il rend sa veste est très fort. Cette idée, c'est que je ne suis plus de votre famille. Et encore une fois, c'est ça. En gros, au contraire, c'est ça qui est génial, c'est que ça aurait été trop grossier de les voir ou d'avoir une véritable confrontation entre la famille et puis les bikers. T'as ce côté, et en fait, je pense que tout passe dans le fait qu'ils continuent un peu à bosser pour eux et qu'ils ne trouvent pas d'autres moyens ou ils ne suivent pas directement. Parce qu'en gros, le moment clé, c'est particulièrement où t'as la rupture, c'est quand il va à la soirée où il va commencer à embrasser une autre femme et il va danser, et puis il va, qui se tu rappelle vois, comment c'était avant c'est et ça. qu'il n'a pas envie de retomber dans ce travers, quoi. Non. Il bascule alors mais là on spoil. Voilà, on est obligé de spoiler, tant pis. Mais allez voir le relay. Je sais pas s'il sortira un jour. On n'a pas de date annoncée. Je sais pas. Il y a pas de. Toujours pas encore. Il y a même pas de distributeur. Il y a juste Visite Film qui fait les ventes à l'étranger. Je vous en prie, je lance un appel. Si un distributeur français, achetez ce film, diffusez-le partout, s'il vous plaît. Je vous en supplie, quoi. Non, alors bon, à partir de maintenant, on spoil. Non, il bascule quand il arrache, il va se faire une meuf dans les chiottes dans cette soirée. Il arrache son bustier et il voit le tatouage le prénom de quelqu'un et ça lui rappelle son prénom tatoué sur les fesses de sa copine et il voit sa copine en fait à ce moment-là et c'est là qu'il bascule en fait. Ah, je suis d'accord. Quand je te parlais de ce moment-là, c'est par rapport à la réminiscence du lieu, tu vois, des bikers. C'est la dernière fois qu'il les retrouve parce qu'il les voit jamais vraiment en fait. Et c'est ce moment-là où il bascule en mode avec cette c'est marrant parce que à ce moment-là t'as une véritable fusion des deux, genre en gros avec le tatouage et cette femme qui se souvient de sa famille, en fait il se dit bah en fait j'en ai une, et en même temps il est sur place dans un lieu où il est dans un entre-deux entre l'ancienne et la nouvelle famille, et c'est ça qui est fort, c'est tout est dans la symbolique. Gabin. Bah, j'ai un très bon avis sur ce film puisque je l'ai pas vu. Ah et oui, du mais coup, je vous remercie de m'avoir tout spoilé. Voilà, mais non, mais c'est ça. Voilà. Mais, Merci beaucoup. T'as envie de le voir du coup? Oui. non, mais on n'a Merci. pas tout spoilé, Voilà. on n'a pas dit comment ça finit. Donc en Heureusement, fait, à c'est un Il prend semi-spoil. la moto et il saute la falaise. C'est ça. Alors, Non. Du cerceau. c'est Mission Impossible 7 ? Non, mais c'est ça. Mais en fait, voilà, c'est trop merveilleux. Et puis, j'ai pas pleuré. Ok. Ah, moi aussi j'ai pleuré. Non, ouais, t'es pas bien, mais c'est tellement dans le bon C'est sens. alors, je vais vous dire, c'est un film qui m'a tellement chamboulé que j'ai eu beaucoup de mal à suivre le film suivant, qui pourtant est très beau, hein, mais j'ai pas réussi à rentrer. Ouais. J'ai pas réussi à rentrer dans le film suivant parce que le relais il m'a vraiment bouleversé personnellement. C'est peut-être pas le film qui fait le plus de cinoche, qui va chercher à faire les plus beaux plans, calculés au millimètre, tout ça, mais il y a une émotion qui passe, il y a une sincérité des personnages, il y a une sincérité dans l'histoire, dans ce que ça raconte. C'est une belle écriture, et puis c'est crescendo, quoi, et puis c'est beau, voilà, tout simplement. Je suis trop d'accord. Voilà. Et va le voir, ça change rien. Il n'y a juste rien à rajouter, en fait, il l'a vu, il est juste Ouais, fan ouais, de ouais. ce qu'on a dit. C'est ça. Pardon, Gabin. J'avais oublié. Voilà. Sur toi. Alzheimer sur toi. collectif. Après, bon, on a spoilé, ça va, pas tant que ça. Bon, passons à un autre, encore de l'amour, mais décidément. Toujours l'amour. Une autre forme d'amour, mais là c'est plus une tristesse, plus une perte. Là, c'est l'amour maternel, l'amour filial, et puis l'amour charnel aussi un peu quand même. Maman. Non, pas que ça. Sophie Jones de Jessie Barr avec Jessica Barr. Voilà, dans le rôle de Sophie Jones, 16 ans, qui n'arrive pas à faire le deuil de sa mère.
Alors le point culture, donc c'est Bach, B-A-2-R, exactement comme ça s'écrit et ça se prononce, contrairement au compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, qui s'écrit B-A-C-H. Vous saurez qu'il ne faut pas dire Bach. J'aime bien la musique de Bach. Mais on dira bac quand même. J'aurais essayé. Punaise. Bachelier. Voilà. C'est comme Freud, on dit pas Freud, on dit Freud. Bref, tout ça pour dire que la C'est sans petite fin. Sophie Jones, voilà, interprétée par Jessica Barr, du coup, qui a coécrit avec Jessie, qui réalise. Vous arrivez à suivre? Bon, C'est bref. très simple en C'est fait. très On va simple, revenir pourtant. là-dessus après. Bien. Elle a 16 ans, elle n'arrive pas à faire le deuil de sa maman, et du coup, elle va chercher du réconfort auprès des garçons, parce que c'est l'âge où on commence à aller voir les garçons. Et elle s'aperçoit que finalement, est-ce que l'amour finalement... Est-ce que on arrive Est-ce que le sexe ça fait tout ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose en plus? Je ne sais pas. Qui a la réponse? Gabin, as-tu la réponse? Je ne sais pas. Hein. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que oui, du coup, la réalisatrice s'appelle aussi Jessica Barr, comme sa cousine, qui s'appelle donc Jessica Barr, qui elle est l'actrice principale du film. Et donc les deux ont décidé de faire ce film ensemble puisqu'elles ont vécu la même chose, la perte d'un parent à un jeune âge. Donc elles ont décidé de d'écrire et de tourner ce film comme une sorte de thérapie collective. Et donc moi ça m'a personnellement beaucoup touché puisque moi aussi j'ai perdu un parent il n'y a pas si longtemps que ça. Pas au même âge du coup, mais qu'importe. Et donc c'est vrai que ça suit donc le personnage de Sophie qui après avoir perdu sa mère perd un peu tous ses repères et donc se dit maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et donc elle s'affranchit un peu de toute forme d'autorité. Il y a son père qui est toujours là, mais voilà. Il y a sa sœur, il y a sa meilleure amie, à un tel point qu'à un moment, je pensais que sa sœur et sa meilleure amie étaient la même personne. Ah, toi C'était aussi, un ouais. peu le syndrome Giants Being Lonely. Mais non, en fait, c'est juste que sa meilleure pote, elle est très souvent à la maison et sa sœur, elle est dans la chambre du dessous. Mais voilà, les deux sont blondes et donc c'est un peu étrange. Mais en tout cas, j'étais vraiment happé par le film. J'ai eu quand même un peu du mal parce qu'on a enchaîné tellement de bouse qu'à un moment donné, on a un peu du mal à rentrer dans les films, là, en fin de festival. C'est pas gentil. Mais j'ai beaucoup aimé cette incursion. Bon, ça m'a un peu rappelé Euphoria très rapidement. Aussi parce qu'il y a une très très forte présence de la bande-son qui est très importante. Et donc c'est vrai que ce sont des scènes très... C'est beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans l'affect, dans le charnel, enfin directement dans les gestes. Et donc il y a beaucoup ce rapport au sexe, voilà, et de se dire est-ce que ça va me libérer de faire ma première fois, est-ce que j'ai pas trouvé la bonne personne avec qui le faire? Et en même temps, il y a toute cette panique, enfin voilà, de se dire est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Donc je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on vit déjà en tant qu'adolescent normalement, mais quand on est traumatisé par un événement tel que la perte de quelqu'un, on peut être encore plus déstabilisé. Et donc j'ai trouvé ça très très vraisemblable en tout cas. Et donc il y a cette belle thématique commune en tout cas qui revient dans la compétition de ces récits de en tout cas, beaucoup de jeunes femmes qui cherchent à s'émanciper, du moins à trouver qui elles sont face à des situations difficiles ou à des traumatismes. Et donc là, en tout cas, Sophie Jones, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était long. C'était bien. Je suis soufflé. Oui. Thierry, est-ce que tu as autant aimé? J'ai pas grand chose à dire de plus que ce que vient de dire Gabin en fait. Moi j'ai peut-être pas été aussi touché, peut-être parce que personnellement je me suis senti moins concerné par le traumatisme en question, mais en tout cas le cheminement est beau et bien montré et c'est très juste en fait. On voit l'adolescence un petit peu perdue, un petit peu volage, qui essaie de trouver des repères un peu où elle peut et par les choses qui sont censées faire les affres de l'adolescence aussi, donc la découverte de la sexualité. Et aussi de façon de montrer que si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc c'est bien aussi de montrer ça en fait. Des jeunes qui se cherchent mais qui se disent peut-être que c'est pas ça parce que je peux pas aller jusqu'au bout si ça me tente pas vraiment. Enfin j'ai bien aimé en fait ce côté un peu aller-retour avec des garçons qui pour le coup, bon, à part à certains moments, étaient quand même assez bienveillants aussi. Elle aurait pu tomber sur bien pire. Ouais, la question du consentement est quand même bien traitée, je trouve. Ouais, la question du consentement est bien traitée, mais je trouve qu'en tout cas, voilà, à part quand c'était vraiment dans le feu de l'action, le mec est là, en vrai, j'ai pas spécialement envie d'arrêter, quoi. Mais la plupart du temps, tu vois, quand voilà, les gars demandaient ou lui demandaient plusieurs fois, mais t'es sûr que tu le veux, t'es sûr que t'en as envie. Et généralement, c'est cool parce que c'est pas forcément des questions qu'on se pose à cet âge-là. On n'est pas encore forcément veillé là-dessus, donc montrer des jeunes qui sont bien éduqués là-dessus, c'est chouette.
Donc une œuvre de science-fiction, donc. Je plaisante, bien sûr. Marwan, le gentleman de l'équipe. Cambrioleur. Des cœurs. Oh. The Love Box. Jingle. Et je serais pas. Welcome to the Love Box. Marwan va parler. Donc, non, j'ai vraiment également beaucoup aimé ce film par rapport au fait que, par rapport à sa sincérité. Je trouve qu'il était très sincère concernant cet âge-là, ce rapport, je trouve, entre les hommes et les femmes, même par rapport au deuil. Et j'avais l'impression de voir. J'étais impressionné par le fait que le film, toujours, sans le camoufler, donc, caméra à épaule. Il y a vraiment, même des fois, tu sens que ça tremble. Tu sens que des fois, il y a des moments que le caméraman marche. Tu sens des fois les vibrations. Mais ça dérange pas parce que il y a un côté, je trouve, naturaliste et qui me faisait penser. Dis-moi. Oui, c'est immersif, on la suit, Voilà, on est avec elle, en c'est fait, ça. c'est son point de vue quasiment. Mais c'est aussi très flottant, tu vois. Il y a des caméras qui flottent qui toujours autour des personnages. Et là, je vais faire une comparaison que vous avez sûrement gueulé. Mais elle est pas très. Enfin, c'est pas une comparaison en mode c'est pas pareil, mais je trouve qu'il y a cette idée-là qui ressort. Ça me faisait penser un peu à ce naturalisme qu'il y a chez Keshish par rapport à Make to My Love. Et qui réapparaît ici. Et je trouve ça même en soi, pour le coup, très agréable parce que c'est d'un point de vue vraiment féminin. Donc, c'est pour le coup, le female gaze est vraiment présent et vraiment intéressant parce que, pareil, il y avait des scènes où je sentais que c'était du vécu. Je sentais que. Et puis, même par rapport à ce que disait Gabin, le traitement de la bande-son, la bande originale qui était géniale et tout, la bande-son plutôt, par rapport au mixage, c'est qu'en gros, quand elle l'écoute dans la voiture, c'est terriblement fort, c'est même des fois un peu trop agressif, mais c'est fait exprès. C'est ce côté où c'est une sorte de moyen de s'isoler, d'essayer de se régénérer. Et il y a aussi la musique pour camoufler le bruit du copulage. Oui, aussi. Et elle écoute du semi-rock garage, semi-truc J'adore un peu quepon. Moi, j'adore ça. Ça me va bien. Moi, j'adorais ça, tu vois. C'est agréable. Et c'est merveilleux. En plus, l'actrice est fabuleuse. En gros, quand je faisais la comparaison avec Keshish, c'est que les acteurs, les actrices vraiment ressortent et sont incroyables sous cette caméra-là. Et vraiment, il n'y a pas à dire, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est qu'au début, j'ai eu peur. C'est en voyant la caméra, en voyant comment ça a commencé à filmer, je me dis, j'espère que ce n'est pas comme Giants Big Lonely. J'espère que voilà. Et en fait, alors, non, ça y fait penser parce que ce sont il peut y avoir des scènes très très courtes par moment, et puis ça reprend. Ça peut être des extraits très courts, ou alors on fait des sauts dans le temps. C'est-à-dire qu'on prend une scène prolongée. En fait, la caméra portée va servir à suivre l'action assez longtemps, et quand on a besoin de rester longtemps parce que ça parle dans la cuisine, donc on tourne dans la cuisine. Mais quand on doit faire un saut dans cette scène-là, on n'hésite pas à faire une coupe. On ne te garde pas les longueurs inutilement. Et c'est ce qui permet d'être assez, pas si désagréable que ça, et assez efficace. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'ellipses aussi dans le film. Ça peut être un peu déroutant au départ. On a un peu du mal à se repérer dans le temps. On sent qu'il y a quand même des mois qui peuvent on le s'écouler sent, parfois. c'est qu'il faut, je trouve, par rapport à ce montage, c'est qu'on sent vraiment que le temps passe. Et tu sais, ça qui est drôle, c'est que c'est des petits détails qui font que inconsciemment, on le prend en compte. Le fait justement de couper au milieu de la scène, on sent qu'il s'est passé du temps. On ne sait pas combien, mais on sent qu'on est plus tard, quoi. Enfin, on sent que ça avance. C'est ce temps qui passe comme ça. Et aussi, le point qui m'intéresse beaucoup, c'est le choix de ces acteurs, actrices. C'est que je trouve qu'ils font vraiment leur âge. Et ça, je pense que c'était primordial. C'est que souvent, on est toujours dans ce genre de film américain, on va dire, habitués de voir des acteurs qui ont été 30 ans. Et voilà, et c'est ça. Et ce qui est fou, alors pour le coup, information par rapport à The Hooler vite fait, c'est que Jessica Barden a 28 ans. Voilà, je reviens. Et elle a dit qu'elle jouait 17 ans, c'est qu'elle a dit. Inadmissible. Voilà, donc. Je n'aime plus ce film. Et c'est très beau de voir des acteurs et actrices qui font vraiment leur âge, quoi. Un film qui fait son âge. plutôt une bonne pioche, ce Jessie Barr. Non, c'est Sophie Jones, interprétée par Jessica Barr. Voilà. Et réalisée par Jessie Barr. Voilà, tout est très très simple. Barr. Je l'ai dit déjà. Voilà, on est toujours. Bon, c'est bon, il y en a barre. Passons au film suivant. Bon, là, on laisse les jeunes, on passe aux choses sérieuses, aux choses de grands maintenant. Attention.
chose sérieuse, c'est pas... Bon, bref. Toujours en compétition, dernier film de compétition de cette émission-là. Oh. Le gamin est ravi. The Nest, Oh. avec l'ami Jude Law, et on a un extrait de bande-annonce. I think we need to move. What are you talking about? I thought things were great. Things are dried up here. This will be our 4th move in 10 years. Backwards. But money's fine, right? Yeah. Right? Yeah. This is a fresh start. How about this? Oh my god. It's perfect, Al. That's what we always wanted. Is it? The Nest de Sean Durkin avec Jude Law, Carrie Coon. L'histoire de Rory dans les années 80 qui décide un courtier qui décide de quitter les États-Unis avec sa famille pour s'installer de nouveau près de Londres et acheter un méga manoir de la mort super géant. Pour pouvoir avoir plus d'espace et relancer sa carrière et avoir plus d'opportunités de se faire du pognon. Parce que bon... Argent. Trop cher. Exactement. Hélas, bon, sa famille a l'air moyen contente, moyen partante. Ouais, bof. Ouais, bof. Une esthétique de film d'horreur. Est-ce que vous avez été effrayé par ce film, Marwan? En fait, c'est un film qui ne savait pas tout le long ce qu'il voulait faire. Et en gros, il ne savait pas si... Je pense que c'est le film qui voulait faire un peu à la Shining dans un sens où l'horreur n'est pas est présente par moments, mais est plus psychologique. Et je trouve qu'en fait, dans ce film-là, en gros, c'est très psychologique, et c'est vraiment lié au personnage de Jude Law. Mais en même temps, l'esthétique de la maison donne l'impression qu'en fait, elle va devenir quelque chose de plus important qui va les détruire. Et par rapport à ça. Et ce n'est pas le cas, c'est pas exploité, en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est dommage. Et parce qu'en réalité, je trouve que le film est fourni de belles scènes, mises à part, mais l'histoire en elle-même ne tient pas, elle est confuse et par moments, elle est trop inégale. Il y a des scènes qui ne servent pas à grand-chose, des scènes qui sont très belles, et c'est ça, en fait, c'est très très mélangé. Et ce qui fait qu'on se rend compte que le film ne raconte plus grand chose, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire, même si les acteurs sont bons pour moi, et c'est bien dommage. Et il y a un truc qui m'embête aussi, qui je trouve correspond au film, c'est que le réalisateur, je pense, a voulu une photographie assez handicapante, dans le sens où par moments c'était très beau, c'était très clair-obscur, mais très souvent ça sous-exposait le visage des personnages, on ne voyait des fois plus rien. Alors je pense qu'il y a des moments c'est volontaire. Oui, mais moi ça me dérangeait particulièrement, je trouvais ça pas très beau, mais en gros mais j'avais l'impression qu'il faisait ça pour avoir d'autres plans, je sais pas si tu vois, par rapport à dans la maison par exemple, pour éviter que ça soit cramé à l'extérieur. T'avais l'impression qu'il jouait vraiment beaucoup sur les intérieurs où on voyait pas vraiment leur visage. Je trouvais ça, voilà, et je trouvais que, mais quand la lumière était bien calée, quand c'était au bon moment, c'était super beau sur les lumières d'intérieur, mais à l'inverse, quand la lumière n'était plus sur eux, c'était vraiment vraiment pas très efficace. Et je pense que ça correspond aussi à l'histoire, qui elle aussi est intéressante par moments et très très mauvaise par d'autres moments. Et bon, voilà, c'est un peu un mitigé, un ni oui ni non, tu vois, c'est vraiment ça ce film pour moi. Pourtant, moi je sais pas, Gabin, qu'est-ce que tu penses sur la question? D'accord. Franchement, je me suis emmerdé, mais d'une puissance. En fait, c'est tellement ça. On a l'impression que le film nous vend beaucoup plus que ce qu'il est réellement. Et il se resserre essentiellement sur la toxicité du personnage de Jude Law, qui pour moi aspire tout le reste de sa famille, parce qu'il veut à tout prix tout contrôler,
En fait, c'est vraiment ça. Il veut tout contrôler. Il se dit que voilà, il va emmener sa famille en Angleterre, puis il va reprendre le contrôle de sa vie. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Et finalement, il met tout le monde dans la merde. Et comme le film est très très long, ça finit par tourner en rond sur cette notion de toxicité. On se rend très vite compte que voilà, avec sa femme, ça se passe pas aussi bien qu'il aurait voulu. Carrie Coon d'ailleurs est excellente, que j'adorais déjà dans The Leftovers. Heureusement qu'elle est là dans le film parce qu'elle sauve un peu le truc. Jude Law aussi quand même bon. Mais par exemple, je trouve que les enfants, les 2 enfants, eux, sont complètement sous-exploités, sont même parmi les gosses les plus chiants que j'ai pu voir au ciné depuis très longtemps. Mention particulière pour le fils, qui est vraiment le fils le plus con que j'ai pu voir. À un moment, il réapparaît dans la truc, j'avais sert zappé qu'il était là. à rien, mais enfin, je sais pas, en fait, le fils, il est là, il fait la gueule tout le temps, enfin, c'est que c'est pas traité. Il pourrait en faire quelque chose, nous expliquer pourquoi il est autant pas bien, même si bon, on peut se douter que voilà, ils viennent de changer de pays, ça se passe pas super bien avec les parents et tout, donc bon, on s'en doute, mais ça reste quand même pas exploité. Avec la fille, pareil, qui n'est pas donc la fille biologique du personnage de Jude Law. Mais donc heureusement qu'il y a ces scènes un peu d'engueulade ou de passif-agressif entre Jude Law et Carrie Coon, notamment quand ils sont à un repas, un dîner un peu huppé avec des potentiels clients où du coup Carrie Coon pète les plombs complètement. C'est assez magique. Mais voilà, en fait c'est dommage parce que c'est vraiment dans les 20-30 dernières minutes que le film se réveille et se dit tiens, où Jude Law est confronté du coup à un chauffeur de taxi qui lui dit bah non en fait ta vie c'est ça. Faut que t'arrêtes de croire que c'est ça. En fait, non, t'es comme les autres et puis c'est tout. Donc, je vais noter un nouveau spoiler. Très bien, merci. Pas tant que ça, j'ai essayé de rester Oui, vague non, quand ça. même. Pas tant du spoiler. Mais ouais, voilà, c'est assez décevant, c'est très long. Et en plus, comme nous disait Thomas tout à l'heure, c'est un remake, encore un truc de flemmard. Alors, non, alors justement. Bon, on a il y rien a marqué. dit. Alors, j'ai dit ça quand j'ai lu Allociné. Donc, Bon. Allociné nous dit c'est un remake américain du film The Nest, Il Nido, de Roberto De Feo en 2019. Alors, j'ai regardé la bande-annonce pour en avoir le cœur net. Ça ne parle absolument pas de la même chose. Le seul point en commun, c'est qu'il y a une maison qui fait peur et le titre. Voilà. Mais sinon, visiblement de la bande-annonce, après, je parle pas italien très couramment, mais ça part plus sur un film d'horreur, le film italien, donc c'est pas la même chose. Il y a aussi une histoire de cheval dans le film, on n'a toujours pas compris, mis à part que ça partait peut-être dans un scandale de lasagne. Il y a des symboliques, voilà. Mais bon, Thierry, voilà. C'est la symbolique de la terre brûlée. Voilà. Ouais. Justement, c'est ce que je voulais développer, c'est le côté ce sol est pourri, il ne t'emmènera nulle part. La preuve, il tue même les chevaux. Oh là là. Voilà. C'est même pas un spoil de dire que le cheval crève. On s'en fout du cheval. En tout cas, ça m'a permis de faire une bonne blague qui avait énervé les gens qui l'ont entendu, parce qu'il y a comme des gens qui ont fait vous pouvez pas dire ça. Quoi ? C'est qu'en plus à un moment ils disent ouais mais on va être dans le besoin si je fais pas mon travail et tout ça, et moi j'étais là en même temps il y a un cheval mort, vous pouvez faire plein de lasagnes. Voilà. Bref. Non, tu vois, je vais revenir sur ce que disait Marwan quand il disait que ça essayait de planter plein de choses, et il y a un truc, on s'est regardé, alors c'était un regard complice avec Thomas, on était content le moment où Jude Law dit t'as vu dans cette baraque il y a même Led Zeppelin qui est venu et qui a fait un truc dedans. Et moi j'ai fait une petite extrapolation à ce moment-là. C'est vrai qu'il y avait quand même Jimmy Page qui avait un jour acheté la baraque d'Aleister Crowley. C'est un petit peu dans ce contexte que John Bonham est plus ou moins mort, tu vois, qu'il y avait eu toute cette espèce de truc où ils avaient tenté des rituels un peu chelous pour enregistrer Houses of the Holy, et j'étais là. Ah ouais, on part peut-être vraiment dans un truc d'horreur. En plus, il y a cette espèce d'esprit très austère et ça joue avec les codes de l'horreur. Et il y a une ambiance très lourde et c'est ça. À fond. Ça joue avec les codes de l'horreur constamment. T'as l'impression qu'en fait, ils ont acheté la mauvaise maison. Il y a peut-être une malédiction qui pèse sur la famille. Et non, au final, on est pas dans un remake, on est dans une relecture de L'incroyable Monsieur Ripley. Voilà, le film avec Matt Damon où justement un gars va, pour monter dans la société, mentir à tout va, faire penser qu'il est absolument merveilleux, qu'il connaît plein de choses, qu'il a déjà accompli plein de choses, qu'il est très riche et tout ça, parce que ça va lui permettre d'avoir des galons et d'obtenir ce qu'il prétend déjà avoir. Et ça m'a fait penser à ça, et au final, même ça tient pas cette promesse. Donc il y a la métaphore du coup, tu as la terre brûlée avec le cheval qui crève. Du coup, on te laisse penser qu'il y a un caractère horrifique qui pèse sur cette maison, mais on s'en fout. Ça mène à rien. Et ouais, et la troisième partie qui aurait pu être hyper intéressante, c'est quand justement Grace Coon commence à prendre le contrôle en mode ah, t'as essayé de me baiser, bah tu vas voir ta gueule, mon gars. Et là, Empowerment, elle commence à le défoncer, tout ça, et tu t'es dit ça va monter, ça va aller loin, et bah non.
Donc en fait, toutes les idées meurent dans l'œuf, et le film meurt dans l'œuf d'ailleurs. Il s'arrête sur un plan en mode oh, j'ai fait ça, point, fin. Et c'est ça, ça me fait penser à beaucoup de films. C'est une exposition de 2 heures, quoi. C'est ça. Bon, exposition, je sais pas. 1h48. Hein. Ouais, 1h48. Non, après, moi, je trouve qu'il est très très beau. Malgré tout, je trouve qu'il y a un gros travail sur le plan, sur les compositions, sur ce que ça veut montrer. Oui. Non, il y a une esthétique. Il y a une esthétique de fou. Donc, ce travail-là, avec des acteurs qui sont magnifiques. Donc, pour l'esthétique, c'est un beau voyage, quoi. C'est un beau moment. C'est très beau. Après, voilà, c'est que ça l'utilise pas forcément pour raconter énormément de choses, parce qu'une fois qu'on a montré qu'ils étaient toujours dans des cadres fermés, même la maison, quand on rentre dans la maison, on la voit jamais en entier, et ils rentrent dans un porche en pierre. Donc c'est déjà une prison quand ils vont dans ce truc-là. C'est très labyrinthique aussi. C'est très labyrinthique, ils vont se perdre, et puis ils sont toujours enfermés. Et puis quand on voit Jude Law, c'est la moitié du temps derrière une vitre. Enfin bon, il y a toujours, il y a énormément de symboles comme ça, mais une fois qu'on les a montrés, bon, en fait, il faut avancer. Ce qui est d'autant plus dommage, parce que c'est vrai qu'on citait Grace Conner, on citait Jude Law, qui sont très bons là-dedans. Et Jude Law, c'est... Quel nom tu donnes depuis tout à l'heure? J'ai dit quoi? Je me suis trompé? C'est Carrie Coon. Carrie Coon, putain, je dis, oh là là, excuse-moi. En plus, connaissant cette madame, j'ai aucune excuse d'écorcher son nom. Mais non, mais en plus Jude Law, ça fait plaisir de le voir là-dedans, de le voir dans un truc où il a de quoi jouer. Enfin, je veux dire. C'est pas les Animaux Fantastiques, quoi. C'est pas les Animaux Fantastiques, c'est pas Captain Marvel. Où il en ah a oui, rien à ça foutre. change. Hein. Ouais. Et, bon, pour ceux qui ont eu de la chance, ils ont vu The Young Pop et New Pop, on sait qu'il joue, hein, on sait qu'il est pas en train de rien foutre. Mais c'est vrai qu'au cinéma, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu dans un truc impactant. Et là, on sent qu'il peut avoir une palette de jeux folle. Et putain, les personnages sont sous-exploités, à part à de rares moments de fulgurance où tu te dis, putain, mais développez ça. On veut voir ça. Eh ben non. Vous ne l'aurez pas. On l'aura pas. Donc The Nest, c'est une semi-déception, je sais pas vous, ou alors une déception totale. C'est une déception avec un emballage joli. C'est un bel emballage. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon, bref. Donc ça fera beau dans le salon. Et encore. On va pas acheter le Blu-ray pour autant. Encore. Voilà. Peut-être à 2 €. Bien. On est toujours dans On était avec Jude Law dans le prestigieux. Hein. Ça devrait sortir aussi. On devrait le voir. Ça, c'est SND qui distribue, donc on devrait le voir un jour. Ah, peut-être qu'ils vont nous le sortir en DTV, hein, on sait pas. Peut-être. On attaque les premières, on a fini avec la compétition. Ouais. Les meilleurs, les films qu'on attend le plus. Ouais, surtout un en particulier. Mais lequel? Suspense. C'est vous qui décidez. On parlait d'enfants acteurs. Un film d'enfant. Wendy de Ben Zeitlin. Extrait de bande-annonce. Remember the voice in your head? The one that said, sneak away. Wendy, wait! Here is the place it came from. Where are the mother? You will never grow up! Never! So began the legend of Peter, the boy who would not grow up. Want to fly? Wendy, l'histoire de Peter Pan par le réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage, avec plein d'enfants. Oui. Mm-hmm. C'est des enfants acteurs, des enfants stars, avec un fond onirique, ça chante, ça rit. Wendy et ses frères vont suivre un enfant mystérieux sur un train qui va les amener sur une île magique où on ne grandit pas. Oh. Ça vous rappelle un truc? Ça rappelle un truc, oui, c'est Peter Pan. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Encore un remake Disney sans chanson, franchement c'est dégueulasse. Hein. Bon, Gabin, notre spécialiste. Alors spécialiste, je sais pas, mais moi là, en réentendant la bande-annonce de Wendy, j'avais encore des frissons en réentendant la musique de Dan Romer et donc Ben Zeitlin qui a aussi participé à la musique. Et tout réentendre, en fait, je me dis, c'est tellement pour moi le film qui transpire le plus le cinéma de toute cette putain de sélection de Deauville. Et j'exagère, on va me dire que j'exagère, mais non, pour moi, c'est tellement la plus grosse proposition de ciné qu'on ait depuis le début du festival, que j'avais déjà pu voir au début de l'année parce qu'il était dispo déjà en ligne, pas légalement, pardon. Alors, chez nous, il sortira le 9 décembre. Voilà. Et donc, en fait, c'était vraiment parce qu'il n'avait pas de distributeur en France et il y a eu
beaucoup de temps avant de l'annoncer. Ça a été annoncé que cet été, donc il sortira grâce à Condor Distribution au mois de décembre. Donc s'il vous plaît, maintenant, attendez le mois de décembre pour le voir au cinéma parce qu'il faut tellement le voir au cinéma. En espérant Parce que ça soit pas, Voilà, que ça soit qu'il n'y ait pas pas gâché. d'impondérable entre temps. D'accord. Parce que voilà, pour moi, c'est tellement une expérience sensorielle parce que Ben Zeitlin, je trouve qu'il met, enfin, il filme la nature. En tout cas, la nature est vraiment un personnage à part entière du film puisque c'est l'île qui est magique. Il y a l'esprit de la mer qui est là, donc c'est l'espèce d'un poisson géant qui est lumineux aussi, et donc c'est aussi l'île. Et donc, enfin, c'est vraiment ce cinéma qui filme constamment les décors. Il n'y a pas de gros effets spéciaux, de gros fonds verts, donc à part le poisson voilà, en question. C'est très naturaliste, comme son précédent film. Je serais curieux de connaître le budget quand même. Et je serais curieux aussi de savoir comment il a fait pour tourner ce film avec autant d'enfants sans qu'il y ait au moins un truc de merde qui se passe sur le tournage. Parce que quand on voit le film, on se dit « Wow, comment il a fait ?» Oui, il y a des gamins qui courent dans la nature. Ouais, il y a des, je sais pas, des trucs de geyser, des explosions de fumée, machin. On se dit « Oula, comment il a fait pour tourner tout ça avec les autorisations et tout ?» Mais enfin voilà, c'est vraiment une relecture du mythe de Peter Pan qui Il a pris est très des vrais intéressante. Probablement. Et c'est très réaliste, c'est assez noir, en tout cas. C'est mignon aussi, mais c'est quand même très noir. 6 millions. C'est 6 millions de dollars, Ouais, merci. C'est 6 millions et Ouais, c'est 6 quand même. millions. C'est 6 millions et c'est 6 Mais millions. c'est pas beaucoup. Hein, C'est rien du tout, C'est pas beaucoup, hein. Mais moi j'étais vraiment happé dès les premières minutes, dès la musique, dès qu'on part sur le train. Moi j'étais dedans, même s'il y a un petit ventre creux quand même dans le film, il faut l'avouer. Mais je trouve que les enfants sont terriblement géniaux. L'actrice qui joue Wendy en tête, Devin France, qui est extraordinaire. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une relecture audacieuse. C'est pas le Mulan de Disney où on te fait croire qu'on va faire une belle relecture d'un mythe chinois et en fait on met que des gens qui savent pas ce qu'est la Chine et qui sont pas concernés, qui font que de la merde. Et là, bah, c'est magique, quoi. Voilà. Marwan. Mais tu parles de quel film? Hein? J'ai pas compris de quoi tu parles. Il y a l'embargo, on n'a rien dit. Non, Ah oui, c'est vrai, pardon, je suis sous embargo pour Milan, mince. Il parlait, Ouais, mais pas il parlait nous, du Karate Kid. Ça doit être ça. Ouais. Non, plus Cobra Kai. Ouais, Cobra Kai. Ouais, Apparemment, voilà. qui est sympa. Mais Ah bah non, c'est je pas te le Bon, sujet. on retourne sur Simplement. Wendy, les enfants. Ouais, se fait engueuler, hein. Ouais, c'est important parce que là, on va se coucher tard sinon. C'est lui qui va se coucher tard, c'est pas nous. Ouais, donc, Wendy, c'est un très très beau film parce que je trouve qu'il développe dès le début une imagerie qui lui est propre. En fait, ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas d'impression de déjà vu. Moi, ça m'a fait penser malgré tout à Garçon sauvage de Mandico, dans l'idée que c'était dans ce délire, c'est que ça partait d'un même principe d'île avec des enfants, et Mandico c'est beaucoup plus, on va dire, ça part beaucoup plus loin, mais t'as un délire d'île un peu vivante avec des choses bizarres qui se passent là-dessus et avec des enfants, et c'est à peu près dans le même délire. Et ça qui est beau, c'est qu'en fait ça parle de tout ça, ça parle de des enfants qui doivent qui cherchent toujours à rester enfant, mais rester enfant c'est pour éviter de devoir comprendre les adultes, pour éviter de devoir ne plus suivre leurs rêves. Et ça en soi j'ai trouvé ça très très fort, même si l'idée de se réapproprier aussi bien le thème de Peter Pan, et aussi un grand bravo au casting, parce qu'en réalité j'ai été submergé par les premiers rôles et même par tous les gamins. Et c'est ça qui est fou, c'est que le Peter Pan est juste incroyable, il a une présence fou, c'est un Peter Pan, et Wendy, n'en parlons pas. Je tiens à préciser que le gosse qui joue Peter Pan traîne avec une machette les 3/4 du film. Oui, Le petit Joshua Mack. Voilà. et l'actrice qui joue Wendy, dès les premiers plans, elle m'a totalement subjugué par son regard. Elle a un truc et qui est... Oui, elle a des yeux, hein. Et Ben Zeitlin l'a bien compris, hein, parce qu'il les met énormément en avant. C'est ça. Et ouais, donc vraiment c'est un film à voir juste pour cette proposition et ça manque surtout dans le cinéma indépendant américain, parce qu'on va dire indépendant même si c'est Searchlight, et voilà. Donc moi je trouve que ça manque beaucoup, et même si ça a ses défauts, des fois pendant le scénario je trouve pareil qu'il y a des lenteurs, il y a des moments où tu sais pas trop où ils veulent aller, ou s'ils n'arrivent pas trop à assumer, mais malgré tout
c'est beau à voir et ça me fait plaisir de. Je tiens quand même à dire juste extérieurement, c'était l'une des séances où il y avait le moins de monde et le plus de départs pendant le film. J'étais tellement triste. Sérieux, les départs? Oui, Faut au pas oublier que CID, le oui, film oui. se fait bâcher de partout. Ouais, il s'est fait défoncer depuis le début. Hein. Et là, c'est ce que tu disais, la presse internationale le défend. Enfin, c'est. Les retours sont très mitigés, même. Moi, je comprends toujours pas, en fait. Bah pareil, pour l'avoir vu. Bah, justement, alors moi, je t'ai fait confiance parce que tu l'avais déjà vu, tu nous l'as beaucoup vendu et du coup, j'ai eu envie de te faire confiance et c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Alors qu'on puisse rester un peu extérieur au film, pourquoi pas, mais c'est vrai que de là, le rejeter en masse, c'est quand même beaucoup. Alors après, on parle de relecture, on parle de plein de choses. En soi, il s'intègre dans toutes les thématiques de Peter Pan. Il n'y a pas de volonté de se réapproprier totalement le mythe au-delà du visuel, en fait. Et c'est ça qui est assez fou aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a parfaitement compris ce que raconte Peter Pan, le rapport à l'enfance, le rapport à l'adulte aussi, au fait de grandir, au fait de ne pas vouloir avoir de responsabilité, de garder un ton rêveur toute sa vie, quitte à grandir, mais en restant un doux rêveur. Et ce que Spielberg avait aussi compris dans Hook, d'ailleurs, qui était assez intéressant, de retrouver ce caractère d'enfant. Et sauf que, voilà, il a compris, mais il y inclut aussi son univers, ses thématiques, sa façon de filmer. Et ce que je trouve assez dingue, au-delà de la première scène, où en plus déjà on voit ces enfants perdus dans cette espèce de diner à l'américaine, et un gamin qui se casse sur un train comme ça, avec juste la petite qui regarde et qui fait « Allez, salut !» Ah bah, au revoir. Et, mais déjà rien que la petite sur le bar dans la première scène. C'est ça, c'est fou. Et puis ouais, ce gamin qui voit Peter sur un train, qui lui fait « Tu veux venir ?» Puis il se casse. C'est beau, c'est magnifique. Ça part, c'est épique, quoi. Il y a tout le temps ce souffle épique tout du long. Et ce que j'ai aimé, c'est cette espèce de manière dont il joue avec Neverland, en fait. Avec, est-ce que c'est réellement un monde imaginaire ? Est-ce que c'est ce que les enfants veulent bien voir ? Parce que nous, on voit ça, et en fait, il nous offre un regard semi-adulte, semi-enfant, en nous montrant des bateaux qui sont des espèces de vieilles carcasses, de trucs, tu sais même pas comment ce truc-là arrive encore à partir en mer pour aller pêcher la poiscaille. Avec ces pirates qui sont pas beaux, ces armes qui sont pas belles, ces décors qui sont mortifères, qui sont plein de trucs, mais tu sais pertinemment que les enfants, eux, ne voient pas ça. Voilà. Est-ce que c'est leur imagination qui se mêle à la nôtre ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Et il y a aussi des trucs qui se passent. Il y a des enfants qui vieillissent un peu trop, donc il y a aussi ce semi-imaginaire qui se passe quand ils vont dans l'eau. Donc des fois, Zetline nous dit, regarde ce qu'ils voient. Pourquoi tu le vois pas ? Et du coup, il nous met aussi face à nous en nous disant qu'est-ce que tu as envie de voir quand tu vois un film comme ça ? Il questionne le spectateur. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui te parle en fait, qui te pose des questions aussi, tout en répondant à des thématiques importantes. Mais c'est vrai que pour le coup, la seule scène comment dire, quand ils veulent voler, tu vois, la scène où ils veulent voler, n'en dirai pas plus, mais c'est la scène qui résume le mieux ce que tu viens de dire. Clairement. Pour les grands enfants. Et les petits aussi ou pas, parce qu'il y a quand même des machettes dans tous les sens, je sais pas, hein. C'est un peu violent quand même. Bon, alors, au-delà du fait de 10 ans, on espère que, comme tu disais Gabin, qu'ils ont été bien encadrés pour le truc, ils ont quand même dû s'éclater les gosses, quoi. Ouais, on a une origin story du capitaine Crochet un peu violente quand même. Et pourtant tu te dis c'est Peter Pan, tu peux t'y attendre. Personnellement, la première fois que j'ai vu, j'ai pas compris. Initialement ils voulaient mettre le crocodile Tic Tac, mais ils avaient pas le budget. Ouais. Et la fée Clochette, elle est où ? Merde. Et Monsieur Mouche, quoi. Ah, mais oui, on peut pas tout avoir pour 6 millions, désolé. Hein. Et Roberto Benigni. Aïe. Bon, bref, Wendy, sortie prévue le 9 décembre 2020. C'est magique. Allez-y, en volant ou en bateau pirate, comme vous voulez. Vous entendez la joie ? Vous entendez le bonheur ? Si vous voulez continuer à entendre du bonheur, appuyez sur pause. Arrêtez ici, arrêtez tout. Non, c'est pas vrai, parce que là on a été dans les amuse-gueules, là, ça fait 1 heure qu'on parle, mais là on arrive au vrai plat de résistance. Ah, bravo. Résistance de Jonathan Jakubowicz. Attends, je me fais un verre de blanc parce que là... Avec Jesse Eisenberg, un petit extrait de bande-annonce, le temps de refaire le niveau. Imagine fighting this war as a civilian. Imagine not knowing how to shoot a gun, challenging the Nazis to save lives. I have just heard an incredible story. That makes your sacrifices completely worth it. 123 children. Their parents were just killed by Nazis. We need to train them to survive.
What good does it do to teach them fear? I think it's important to help the children laugh in the middle of this war. Résistance. Alors, vous avez entendu le passage où il joue Monsieur Batignolles aussi. Jesse Eisenberg incarne Marcel Mangel, plus connu sous le pseudonyme de Marcel Marceau, pseudonyme de résistant qu'il gardera pour devenir le mime Marceau, la grande Magnifique. star internationale légendaire des mimes, et nous allons suivre son parcours de résistant. Alors vous avez entendu, il y a Ed Harris qui en fait des caisses dans la Et bande-annonce. c'est à peu près les seuls moments où il est là dans le film. En fait. Oui, il joue le Ed Harris joue Patton quand même. Hein. Voilà. emblématique. Un film avec Clémence Poésy, Félix Moati, Matthias Schweighöfer. Bon, alors là, déjà qu'avec C'est l'anglais j'ai l'allemand. du mal, avec l'allemand Ouais. c'est pas possible. Bon, bref, qui joue Klaus Barbie, très méchant Klaus Barbie, parce que on le sait, c'est pas. Oh, Klaus Barbie était quand même une sous-merde. Oui, hein, voilà, on va se ben mentir, là on l'a bien compris dans le C'est film. pas gentil d'être méchant. Alors, la bande-annonce annonçait quelque chose de ronflant, de pompeux et de complètement what the fuck. Thierry, est-ce qu'on est là-dedans? C'était tellement en deçà de ce qu'on a eu, c'était encore pire. Bon, tu l'as dit tout à l'heure au téléphone, je t'ai entendu utiliser le premier truc que je disais. C'est quand même magnifique un film. Alors, je peux plus. Alors, n'oubliez pas que ce que je vais dire là ne reflète pas mes opinions. Je peux plus blairer les films sur la Shoah. Vous me pétez les couilles avec les films sur la Shoah. Il y en a 3 tonnes, c'est toujours foutu de la même manière. Ça chiale à 30 balles. On a compris. Mais là, quand t'as un film qui commence par les Allemands qui sont en train d'aller éclater, tu vois, les familles de juifs dans leur pays pour buter les parents et laisser les enfants à l'abandon, et que tu vois juste une petite fille, que le premier dialogue c'est « Papa, maman, pourquoi les nazis nous détestent ?» avec des gros violons. Et là, tu fais « Ah ouais, ça va chialer tout du long, quoi. » Et les violons qui sont là tout le long du film. Ah, putain, mais t'as quand même la scène où le mime Marceau les fait rire. Hein, ils font des jeux, ils rigolent, et t'as des violons qui chialent, quoi. Comme s'il y avait un mort. Alors, bon, c'est pour te montrer que. Il va t'expliquer en te disant, mais c'était pour montrer qu'il y avait quand même un climat qui les menaçait, ces enfants. Oui, mais tout le temps. Hein, je veux dire. Non, c'est. Le problème déjà de ce film, c'est la manière dont il est construit. Je veux dire, on a cette scène ridicule. Juste après, on a le premier discours de Patton qui vous dit, je vais vous raconter une superbe histoire. C'est celle du mime Marceau. Ed Harris, c'est le pour la père bande-annonce. Castor. Et du coup, Ed Harris disparaît. Il reviendra à la fin pour dire c'était donc l'histoire du mime Marceau. Merci, bonsoir. Les mecs, ils ont rappelé Ed Harris juste pour ça. Et en plus, sa voix qui fait la narration, tu ne l'entends pas. Donc, il est censé faire un rôle de narration qui est pas là. Bon, alors, pourquoi pas? C'est pas plus mal que d'avoir une voix dégueulasse. Et Quoi. c'est pour justifier juste une scène de mime à la fin. Une scène de Qui mime est qui. splendidement nul. Demandez-nous des photos en. Allez sur l'Instagram. Sur l'Instagram, j'ai posté une photo de Jesse Eisenberg dans le costume du mime Marceau. Moi, c'était mon payoff. C'était le moment que j'attendais le plus du film. Et il faut c'était vraiment le dernier. attendre 2 heures pour se taper ça, quoi. Jesse Eisenberg qui tente de faire du mime déguisé et c'est ridicule. Non, mais tout le film est très très mauvais. C'est l'archétype du film de résistant qui sait pas du tout comment raconter son histoire et qui se dit juste tant qu'on dit que des enfants sont morts et qu'il y a des vilains nazis qui parlent allemand. Ah, mais ça aussi. Alors que tous les autres Allemands entre eux, s'ils sont pas nazis, ils parlent en anglais. Tant que c'est ça, et tant que tu te sens concerné, parce que les gens ont applaudi, hein, les gens ont pleuré, hein, je veux dire, c'est. On parle de mort d'enfant, évidemment. On se fait encore avoir par ça. Et Jesse Eisenberg est mauvais, mais tout le monde est mauvais là-dedans. Mention, et après je laisse laisser un peu la parole, mention à ce personnage roux dont Marwan est tombé amoureux. Et je vais juste dire ce personnage, parce qu'en réalité c'est une femme, mais qui s'identifie au moment où elle crève. Je veux dire, on a cette femme qui est là, qui va avoir une petite histoire à Félix Moati, et juste avant que Klaus Barbie la bute, il fait Spoiler. alors tu es avec ta sœur, tu t'appelles machin. Je fais ah d'accord, bah ça y est, on a son prénom, on sait même que c'était la sœur de l'autre. Oui, mais pourtant elle traîne avec eux depuis le début, mais on ne sait pas. On savait pas. C'est pas qui Voilà, c'est. donc il a caractérisé 3 persos, le réal, et il a fait le reste, on s'en bat la race. C'est des personnages dispensables numéro 1, 2, 3. Et puis ouais, putain, choisir de mettre le mime Marceau, enfin, qui fait pas de mime pour s'en sortir, tu vois, t'es là, tu fais ouais, d'accord, ça sert à quoi de raconter son histoire à lui, du coup, pas à part de dire qu'il était connu, il a été résistant. Des gens. Il était juif. Des juifs résistants qui ont été très connus par la suite, il y en a plein, hein. Ils ont pas utilisé leur capacité spéciale derrière pour survivre. Non, mais il faisait l'écureuil dans les arbres, on t'a pas suivi. Gabin.
Ah non, mais c'est tellement voilà, cet archétype du film américain sur la Seconde Guerre mondiale où tous les Français ne parlent jamais français. Il y a juste des petites phrases en français au fond pour vous rappeler ah tiens en fait Mais ça vraiment, se passe au fond, en faut les France. chercher, hein. Et il y a de la Faut poitrine vraiment de les dinde qui entendre, ressemble à du bœuf aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est désolant quoi. Et c'est tellement on essaie d'imbriquer le récit de Marceau au milieu de tout ce qui compose la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu'il y a énormément d'ellipses où pour recaser le contexte, on vous met des tonnes et des tonnes de textes et d'archives et putain, et c'est des dessins de la carte de France qui te c'est montrent voilà, les avancées de la France. c'est tellement le cours d'histoire entre deux au cas où t'as pas compris ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que bon, on sait que les Américains sont nuls en histoire, mais quand même, ils sont censés nous avoir sauvés, donc ils devraient la connaître celle-là. Mais c'est long, c'est très très long, c'est terriblement long. Heisenberg, à part parler à vitesse grand V comme il le fait comme d'habitude, Et courir. oulala, il court beaucoup, il court dès le début pour aller chercher son camion. Oh lolo. Oui, parce que l'affiche qu'on voit là où il court avec des drapeaux nazis On pense que derrière c'est et très tout. très épique, mais non. On croit que c'est une scène super épique où il fuit des nazis, c'est pas du tout, il va juste chercher la fourgonnette. Voilà. Ah non, mais après c'est un peu comme Sons of Philadelphia, on se disait il n'y a pas de budget pour faire des scènes d'action, bah là c'est pareil, il y a juste 2 misérables scènes d'action où Jesse Eisenberg se la joue un peu Assassin's Creed sur la place de Lyon et puis va foutre le feu à un nazi. On se disait ok, il y avait que le budget pour cramer un nazi dans le film en fait, voilà. Et puis bon, faites gaffe, hein, de toute façon on nous a dit c'est un film où pour une fois on déteste pas les nazis, hein, parce que bon, ce qui est plus important c'est de voir comment on a sauvé des enfants juifs. Mais non, moi, on a un Klaus Barbie mais qui est Oh, waouh. Je voulais dire aussi que du méchant nazi quoi. L'une des enfants c'est Lyanna Mormont de Game of Thrones, donc on se dit tiens elle va défoncer des gueules à un moment donné, mais non pas du tout. Mais oui voilà, Klaus Barbie c'est vraiment l'archétype du méchant nazi, très très méchant et très très tortionnaire. Alors déjà je voudrais savoir très exactement si Marceau a vraiment fait face à Klaus Barbie, parce que c'est vraiment tiens en fait plusieurs fois. Alors Klaus Barbie se téléporte dans voilà, le film. c'est même pas genre un vrai mec de la Gestapo random, voilà, non, c'est Klaus Barbie qui est là tout le temps et qui pourchasse Marceau tout le temps. Genre il avait pas du tout autre chose à foutre. Klaus Barbie, il est dans un monde parallèle, le gars. Voilà. Je sais pas, il a découvert des technologies qu'on ne connaît pas. Parce que c'est vrai que ce passage où il vient de faire face au mime Marceau dans un train. Et après le TGV dans Mission Impossible à côté, les autres ils continuent leur voyage en train, et Klaus Barbie il revient à Lyon pour parler avec sa femme et des prêtres qui l'ont emprisonné. Ah oui, ça faut le dire, faut le dire. Tu te souviens que il y a le prêtre du coup qui torture, qui lui fait oui mais c'était un gars avec des enfants, et là il fait merde, on y retourne dans le train. Et la scène d'après il est déjà dans la forêt en train de les chercher alors que eux viennent à peine d'y arriver. Donc tu fais mais comment il fait? Mais en fait le train il y avait qu'un arrêt, qu'est-ce qui se passe? Non mais le pire voilà, c'est justement la femme de Klaus Barbie, puisqu'on voit la femme de Klaus Barbie et leur enfant. Alors non seulement il demande à Marceau comment il peut intéresser son enfant à la culture alors qu'elle a genre 6 mois, tu vois, je sais plus, ça n'a aucun sens. Et sa femme, à aucun moment je pense que la femme de Klaus Barbie ne savait pas ce qu'il faisait. Et du coup sa femme est là à dire mais t'as enfermé des prêtres, mais quel genre de créature inhumaine es-tu? Non mais non, si seulement tu savais le reste. Peut-être après. Parce que je pense que les Tziganes, les juifs, les homosexuels, oui, voilà, etc., ouais. ça va, mais les prêtres, c'est la religion catholique, pas, ça va pas. Non. Là, non. Ah, le pire aussi, c'est la scène de Klaus Barbie qui est en Allemagne, qui débarque dans un bar et tout, qui dit oh alors on a les juifs, on a les tziganes, on a les machins, on a les trucs, et maintenant on a les nazis homosexuels quoi. Putain. Il en tabassonne gratuitement alors qu'il a encore son impair en cuir très saillant. Et c'est vraiment ce truc de faut rappeler tout le monde tous les gens qui étaient détestés par les nazis quand même, hein. Puis bon, ils sont pas détestables, c'est juste bien leur boulot, faut le rappeler. C'était les ordres. C'était les ordres, vous comprenez. Voilà. C'est vrai que c'était compliqué, hein, vraiment, parce que t'as cette idée. Alors pour le coup, pour moi, la pire chose, mais vraiment la pire chose qu'on ait pu voir, c'est lui en train de jouer, en train de faire des mimes, et qui très 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 mal. C'était vraiment ignoble. Et en plus, le plus ignoble, c'était l'idée de les voir faire semblant de de voir les gamins rire alors qu'en fait ou être content, alors qu'en fait c'est tellement nul, il fait rien. C'est bête parce que s'il voulait une doubleur mime, oui. il allait à Avignon, il en prenait un dans la rue et c'était oui, réglé quoi. Mais oui, je suis d'accord avec vous par rapport à tout ça, c'est que même l'idée que Klaus Barbie, un officier, se déplace
pour poursuivre une bande de gamins, c'est difficile de. Bon, mais c'est pas tout, parce que bon, alors là, il fuit, il a les gamins, mais c'est pas la seule séquence ridicule. On a aussi une séquence Assassin's Creed aussi, quand même. Ouais, la Oui, fameuse. ce que je disais. Ouais. Où il va cracher du feu et tout. Moi c'était là, en plus, vraiment au moment où on te montre cette scène, on te montre une panoramique sur les joueurs de foire dans la rue. T'as vraiment l'impression que le mec il a pris son joystick et qu'il te fait la caméra subversive pour te montrer le terrain de jeu, l'objectif. Et, la vision d'aigle. Mais attends, avec Lost Service, c'était génial. T'as un passage où t'as le parent d'un des persos où on sait qu'il se fait arrêter, on sait qu'il se fait déporter. Et j'étais là, je fais, ce serait génial qu'on suive son arc à lui, qu'on le voit, parce qu'on sait qu'il est allé à Auschwitz, ils le disent dans les panneaux de fin, là. Et que tu vois Klaus Barbie qui arrive pour ouvrir le gaz en mode, je vais jusqu'au bout, et tout. Avant, il était dans la forêt en train de chercher son fils, quoi. C'est ça, je suis partout. C'est ça, mais c'est fait avec des grosses pattes de mammouth. C'est en mode, tiens, ouais, c'est ça, hein, c'est jouer larmoyant, surtout à la fin, quand t'as les derniers mots en mode. Ce film est pour eux. Ouais. Et nous n'oublierons pas. En plus, là, les textes, il y en avait 36 000. On pensait que le générique allait jamais arriver. C'est ça. Ou même en parlant de la voix off, la voix off de Daris, c'est aussi à un moment donné avec Valentin quand on était totalement choqués parce que il m'a dit clairement c'est pas du cinéma et ça c'est vrai. C'est en gros à un moment donné ils affichent t'as une transition quand ils vont qui vont de Strasbourg à Lyon. C'est marqué t'as une sorte de texte qui dit ils se déplacent, ils ne reviendront pas de sitôt, un truc comme ça. Ils ne reverront plus. Ils ont tout laissé parce qu'ils pensaient qu'ils allaient revenir plus tôt. Voilà, machin, c'est ça. Et en fait, c'est tellement de la flemme. Ça aurait été le rôle de la voix off de revenir de temps en temps. Et ben non, en fait. C'est tellement de la flemme. Voilà, je disais, en fait, il y a des textes, mais toutes les 30 minutes, en fait, dès que ça passe d'un acte à un autre. C'est très mal écrit, vraiment. Et puis les acteurs, par contre, sont vrais. Mais par contre, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je vous en parlerai maintenant toutes les semaines pour savoir ce qu'elle fait de nouveau. On espère pour elle qu'elle fera quelque chose. C'est qui l'amour de ta vie? Vas-y, dis-nous. C'est le personnage qui avait pas de nom avant de mourir. Oui, et c'est quelle actrice? Elle est pas connue, c'est pour ça. Il sait plus comment elle s'appelle. Dans le film, c'est Mila. Et son nom du coup? Alors Mila, si tu entends ce message, Mila, c'est un appel. Non, elle ne va pas l'entendre, elle est morte. Elle a fini en mode martyr. La vraie Mila est morte, c'est sûr, on l'a vu. Oui, puis maintenant, la vraie Mila, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a dû... Oui, mais Marwan, tu sais, l'amour traverse les âges. C'est ça. Il faut petite pensée aussi pour Clémence Poésy et Félix Moati, qui n'ont jamais été aussi américains. Mais ouais, putain. Félix Moati, il avait l'air fier quand il a vu. Il était content. Non, il était marrant parce qu'il disait, au début, je croyais vraiment que c'était genre le Pecno dernier rôle du film. Mais en fait, non, c'est un second rôle. Parce c'est vrai que les deux ont quand même il joue le frère de Marcel. Parce qu'il a dit, heureusement qu'il y a le confinement, qu'il y a le coronavirus, parce que sinon je serais pas là. En mode, il y aurait le casting. En fait, c'est vraiment le casting. Je pensais pas être un jour un acteur américain. Le Pecno qui est totalement abandonné, c'est Edgar Ramirez, quoi. Qui est là parce qu'il était dans le premier film du Réal et du coup on a dû se dire, allez, viens. Donc l'actrice, c'est Vika Kirekas. Donc voilà. c'est l'amour de ma vie. Si tu entends ce message. C'est une actrice slovaque d'origine hongroise et elle a pas fait. On risque pas de la revoir beaucoup du coup. Ouais, c'est pour ça. Marwan t'attend dans sa casse-bar. Il est très amoureux et il te fera découvrir je t'aime. The Love Box. Ouais. Ça fera revisiter la torture par Klaus Barbie. Le paquet d'amour. Oh oui. De Marois. Bien. Bon, bref. Résistance, que rajouter de plus? Non, oui, c'est que c'est dégueu, comme ce que fait Marwan à l'instant. Ça devrait probablement sortir en VOD chez nous, si j'en crois le distributeur, qui est Originals Factory, qui a sorti Little Monster. Semble. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, bref, c'était. Voilà. Pas... Aïe. Si vous avez toujours envie de le regarder, c'est votre problème. Nous, on n'assume plus derrière. Ouais. Petite pensée pour Ed Harris. Je voudrais savoir combien il a touché pour juste dire coucou, je suis le père Castor et je vous raconte une histoire. Il est très fan de Patton, il l'a fait gratuit, auquel cas c'est très triste. On disait en fait ils ont dû griller tellement de budget juste dans cette première scène parce que c'est décor naturel, parce qu'il y a plein de gens en costume, parce qu'il y a Ed Harris. Et puis qu'il y a une scène de mime. Voilà. Tout ça pour manger Eisenberg. Et après on a 4 décors. Bon bref, effaçons ça et passons au dernier film. On aime encore plus. C'est quoi déjà? Je sais pas si le dernier film est mieux. C'est le film dont on sort à l'instant. Je pourrais rien dire parce que je l'ai pas vu non. Voilà. Pareil. Je l'ai vu avec Thierry avant d'enregistrer. On fait un petit truc en amoureux. L'émission. Oui.
film de la sélection cannoise. On se demande encore bien pourquoi, du coup. Je pense à Goodman et je pense à ça. Je me dis, mais Thierry Frémaux, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu reçois 10 000 films, quoi, je veux dire. Des hommes de Thierry Frémaux, extrait Non, de Lucas Belvaux. De Lucas Belvaux, putain. Mais oui, mais là, on a dit qu'il avait du mauvais goût dans ses choix, pas dans sa non, mais réalisation. tu m'as troublé avant le truc. Oui, Des hommes de Lucas Belvaux. Thierry Frémaux qui sélectionne les films au Festival. Oui, c'est le délégué général du Festival de Cannes, oui, bien sûr. Ne mélangeons pas les fiches. Extrait de bande. Je pense à l'Algérie. Je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête. Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille. Tais-toi. Tais-toi. Fous le camp. Il a toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler ? Tu ferais quoi si on occupait ton pays ? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Je t'ai écrit tout ça. Je suis tellement triste d'avoir loupé ça, ça a l'air magique. C'est toi qui n'as pas voulu venir, hein, nous. On a osé. Je pense que quand tu t'es tapé, tu sais, les extraits, parce que c'était juste après la remise d'un prix à Barbet Schroeder. Quand tu t'es tapé les extraits de films de Barbet Schroeder, que tu vois plein de cinéma partout, et qu'après tu tapes Des hommes de Lucas Belvaux, mais, des fois il y a des raisons de penser au suicide. Hein. Il y a des choses qui ne se font pas. C'est ça, donc Des hommes, tu l'as dit, de Lucas Belvaux, avec de la Rosta, Gérard Depardieu, Catherine Fro, qui n'est pas venu, et Jean-Pierre Daroussin. On a 3 méga têtes d'affiche qui ne sont pas venues. Voilà. Alors que Catherine Fro devait venir. Mais oui, mais elle n'était pas. Elle a peut-être pas envie de le défendre aussi, hein, la pauvre. Voilà, on a avec également Johan Zimmer, Félix Kissil, Édouard Sulpice ou Fleur Fitoussi. Voilà. Et cette merveilleuse Amel Chabi qui est venue, hein, qui a dit qu'elle était ravie de faire son premier rôle dramatique, elle qui n'a fait que de la comédie. Elle apparaît vraiment, elle a 25 secondes d'écran, quoi. C'est d'une tristesse absolue. 30 secondes d'écran, la pauvre. C'est la jeunesse Ben Hamed des hommes. Alors, un film, un film sur la guerre d'Algérie, oui et non. Au final, ouais, pas assez. Au final, oui et non. C'est l'histoire de GG, enfin GG, non, Bernard. C'est Bernard, interprété par Gérard Depardieu. Non, mais c'est GG qui interprète Bernard. T'es un malade, Bernard. C'est ça. Qui est un. Bon l'amour. Qui est un vétéran de l'Algérie. Nicole. Non, alors ça, non. Ça, c'est la private joke, les enfants. Non, pas de ça ici, s'il vous plaît. On mettra un lien en description. Arrête. Pardon. Gérard Depardieu, donc, qui interprète Bernard, un vétéran de l'Algérie, qui pète un câble et qui s'enferme chez lui après avoir agressé une famille d'Algériens. Et sans raison. C'est les cons, quoi. Et un chien. Et du coup, Jean-Pierre Daroussin, qui joue son cousin, va évoquer son passé en Algérie pour essayer d'expliquer un peu ce qui aurait provoqué ce pétage de câble. Ça a l'air magique. Voilà. Et... Il n'est pas si méchant, GG. Laissez-le. Voilà. Et du coup... Donnez-lui des gâteaux. Voilà. Et tout ça est inspiré du roman Des hommes de Laurent Mauvigné. Et on sent bien que c'est inspiré d'un roman parce que ça parle beaucoup, Thierry, n'est-ce pas ? La narration H24. Mais en plus, c'est offert parce que ce synopsis que tu viens de donner n'est même pas l'histoire du film, quoi. Son cousin arrive et va vous raconter quel a été le sujet de son traumatisme. Et le premier truc qu'il dit, c'est mais même avant qu'on parte à la guerre, c'était déjà un enculé. On témoigne d'une magnifique scène où on te montre déjà que le mec, je m'en fous de spoiler à balle. Hein. On peut y aller. Il est devant sa sœur qui est en train de mourir en couche. Et il la regarde et il fait salope. En mode t'as fait un enfant illégitime, vieille pute et tout ça. Je fais voilà, donc... Ok. Des réveils volontaires. Précisons qu'il y a quelqu'un qui dort à côté qui a vu le film et s'il veut nous rejoindre pour ça, il est le bienvenu.
Non, mais non, laissez-le pioncer. Non, et en fait, ce qui est triste, et c'est là que tu réalises que le film sera pas crédible, et on aurait pu après se diriger vers une seconde partie, où peut-être que ça serait passé, et on va y venir. C'est que déjà la partie dans le présent, on va dire entre guillemets du film, avant de raconter les flashbacks en Algérie, il n'y a rien qui est crédible en fait, parce que du coup ça commence sur la fête d'anniversaire de cette chère Solange, qui est donc jouée par Catherine Fro, et donc son frère Bernard, là, joué par Gégé, débarque. Et le problème, c'est que Gérard Depardieu peut plus jouer, c'est fini. Enfin, physiquement, il a plus de prestance, il a plus rien, il peut pas se déplacer dans l'espace. C'est pour ça qu'il joue dans Thalasso, ou c'est pour ça qu'il fait des reportages où il bouffe, qu'on a regardé cet après-midi. C'est très sympa parce que là, il est dans sa zone de confort. Mais quand il faut jouer, c'est fini. Alors quand il arrive et qu'il veut donner un cadeau, dans l'intention, il est là, il essaye, quoi. Il a son phrasé, il a ce qu'il faut, mais là, il voit ce pauvre arabe qui arrive et il commence à l'insulter là de Groot, comme on entend dans la bande-annonce. Et du coup, ils doivent le maintenir à 4. Et du coup, tu vois Gégé qui fait comme ça. Et Valentin a dit à juste titre que tout à coup, il a eu l'impression de voir un spin-off de Shrek. Parce qu'en plus, c'est au ralenti. Tu vois les mecs qui le maintiennent au ralenti et tu vois Gégé. Et juste après, il va s'énerver du coup, donc il va aller faire son agression là. Et donc tu le vois seul dans la campagne, devant son scooter, qui regarde la maison des Arabes. Je vais aller les agresser. Et il est juste là, il tourne autour de son scooter, il fait salope. De la tourette. Et t'es là, tu fais mais t'es pas crédible. En plus, il fait des tout petits pas. Enfin, tu penses pas une seule seconde que ce mec-là peut faire ça. Et ouais, non. Et je pense que déjà le choix de casting de Gérard Depardieu pour faire un vieux rageux ultra vénère, ça aurait été juste de l'insulte, ça va. Mais quand tu dois mêler les actes aux paroles, il est plus là. Il peut plus. Et puis Daroussin qui joue juste le cocker triste derrière là, qui regarde la situation. C'est mon cousin. Je suis pas d'accord. Et qui lit le bouquin en bof. Voilà. Et ça c'est la première partie. Et après t'as les parties en Algérie qui sont au final du même acabit. C'est pas bien. Non mais c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible parce que je vais finir par croire qu'il y a un gros souci. Enfin, il y a un gros souci. De sélection. Non, de sélection. Alors déjà, il y a un souci avec le sujet. Il y a un souci avec la guerre d'Algérie, qui est un sujet important, de l'histoire de France, l'histoire récente. Et c'est un sujet que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'approprier. Déjà cette année, il y avait une autre tentative. C'était Qu'un sang impur. Nanar. Qui était un méga nanar de l'enfer. Mais c'est ça, mais en fait, ça parle de trucs horribles et ça montre les choses horribles que veut essayer d'évoquer, même pas de montrer, d'évoquer le film des hommes. Là, Qu'un sang impur voulait le montrer, mais bon, avec son scénario de série Z, évidemment, c'est absolument pas crédible, donc ça marche pas. C'est des personnages nuls. Voilà, son scénario de série Z, tout filmé au premier degré, évidemment, ça passait pas. Là, des hommes, c'est encore autre chose, c'est un bouquin sur des choses indescriptibles et qui ne veut pas les décrire et qui ne veut pas les montrer non plus. Du coup, on a des personnages qui disent c'est trop affreux, on peut pas vous le montrer, et qui vont lire le bouquin, qui vont faire de la voix off, qui vont faire du blabla, qui vont parler sans rien montrer. Tout ce qu'on verra de l'Algérie, c'est une vallée, c'est un village, c'est un jardin et un camp. Voilà. Et la pluralité des voix pour te rappeler qui parle aussi, tu vois les flashbacks, tu vois le personnage qui est en train de raconter avec sa voix off, et tout à coup ils vont mettre la voix off de lui vieux pour bien te rappeler de quel personnage il s'agit, quoi. Et je tenais à dire, c'est important, je voulais faire une recommandation de films qui parlent de la guerre d'Algérie, parce que en réalité c'est vrai qu'on en a vu que très 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 peu, et c'est le premier et je pense l'unique qui en parle aussi bien, c'est La bataille d'Alger, qui est sorti en 66 de Gillo Pontecorvo. Et en fait, c'est un film qui retranscrit à travers plusieurs batailles cette guerre. Et c'est un film assez fort, un film italien. Et très vite, donc vous pouvez le voir, c'est que 2 ans après, il allait sur place, il a filmé en plus sur place à Alger, en négociation avec le président actuel. Il a eu le matériel et tout, avec l'armée et tout, et ils ont filmé sur place. Donc, il y avait vraiment cette idée là. Et aussi, petite anecdote, et qui est très importante, c'est qu'en plus la composition est de Ennio Morricone, et en fait ce film a permis le coup d'état de l'armée algérienne, qui a
qui n'a pas de versé le sang en plus à ce moment-là, c'est qu'en fait ils ont profité. En gros, c'est des vrais militaires donc dans le fond, et c'est du vrai matériel militaire dans la ville. Ils ont profité du tournage pour en pleine nuit aller récupérer les lieux importants de la ville et pour prendre le pouvoir. Et donc c'est assez impressionnant comme histoire. C'est qu'en gros un film a été, on va dire, a été utilisé pour le tournage d'un film a été utilisé pour un coup d'État. Morale de l'histoire, n'autorisez pas de film militaire dans votre capitale. Et c'est impressionnant. Ouais. Et voilà, donc c'est un film à voir qui a été censuré et qui pour le coup est le meilleur et le plus utile. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas puisque c'est un film italien qui du coup parle de l'histoire de France. Tout va bien, tout va super bien. C'était censuré par la France, pour te dire. Non, mais ouais, mais bon, bref. On n'a pas du tout du mal avec la guerre d'Algérie, non. Non, mais là, donc, des hommes à éviter, quoi. Ouais. Franchement, vous allez perdre 2 heures. Hein. Mais tu parlais en plus de ce qu'il veut pas montrer, c'est qu'en plus de ça, même dans ce qu'il montre, il le montre mal. Oui. On pense au passage où ils vont buter un gamin par un concours de circonstances parce qu'ils veulent se taper sa sœur. Non, mais en gros, oui, il y a une scène de pillage de village, donc oui, ça pille, ça viole, enfin une scène classique de guerre quand on veut dénoncer la guerre. Et ça s'est passé donc dans les événements, donc c'est légitime de mettre ce genre de truc, surtout quand tu veux montrer un soldat traumatisé. Mais bon sang. C'est surtout que la scène en fait en question, enfin il y a un des soldats qui essaie de s'interposer quand ils s'apprêtent à proférer leur petit viol pépouse. Bon, évidemment, il se fait rosser et il se pousse. Il y a le gamin qui veut s'interposer, et sauf que, en gros, ce qu'on voit à l'écran, c'est que le soldat pousse le gamin hors champ et tire. Alors, c'est peut-être pour pas nous montrer une scène choquante, mais par contre, nous faire des gros plans sur la nana qui se fait dessaper, ça, il y a aucun souci, quoi. Donc, c'est peut-être qu'ils avaient pas de budget maquillage. Non, mais c'est ça, il y a un problème du choquant, pas choquant. C'est-à-dire qu'une meuf qui se fait violer, c'est pas choquant. Par contre, des cadavres, c'est choquant. Voilà. C'est bizarre. Donc faut choisir son ton, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors du coup, est-ce qu'il fallait nous en montrer beaucoup plus pour nous impliquer, je sais pas, mais en tout cas essayer de trouver un équilibre. Et j'ai eu l'impression que tout du long, surtout cette scène-là en question, j'ai fait il se prend pour De Palma dans Outrage et Redacted que j'avais conseillé il y a pas longtemps, mais il a pas les couilles de s'assumer, quoi. Donc je veux dire, il montre rien à part 2 soldats qui après pris Marie et font oh là là, c'est pas bien, je sais pas trop quoi faire. Ouais, voilà quoi. Et j'ai l'impression qu'il se prend un peu pour Cimino qui avait fait son voyage au bout de l'enfer, avec on va essayer de parler des conséquences du traumatisme. Sauf que à partir du moment où tu pars du principe d'un personnage dont on veut te raconter le trauma, mais qu'on te dit qu'il était déjà comme ça avant et que ça n'a rien changé, donc ça sert à quoi de raconter cette guerre en fait, si c'est juste que le gars était taré quoi qu'il arrive. La guerre ne l'a pas changé, ne l'a pas amplifié, c'est juste que le gars aurait probablement été le connard du village quoi qu'il arrive. Il était déjà très mal parti dans la vie. Bon, bref. Donc, bon, visiblement, je sais pas s'il est très respectueux du matériel de base. À voir. Enfin, voilà. Pas forcément envie de le lire du coup. Ouais, bon, bref. Là, je pense qu'à la place de ce film, si le bouquin vous intéresse et que vous voulez pas le lire, que vous voulez voir le film, n'allez pas voir le film. Prenez éventuellement un livre audio lu par Jean-Pierre Daroussin. Vous verrez plus de choses. Ça ressemblera au film. Avec la jaquette, voilà. Ou sinon, n'allez pas le voir, n'allez pas le lire et allez voir la bataille d'Alger qui est. Ouais, voilà. c'est ça. Écoutez les recommandations de Marwan. C'était nos retours sur les films projetés. C'est mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2020 à Deauville. Alors, dans les catégories compétition et première. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des attentes pour vendredi ? Oui. Star Wars 10. Appelé aussi la journée de la mort, parce qu'on va se taper plein de films. Oui, la mort. La mort, oui. Marwan, tu attendais quoi ? J'attends particulièrement comment je suis devenu un super-héros. Alors celui-là, il est en Projo-Press. Si on arrive à le voir. Donc sinon, il est projeté samedi pour le public. On en parlera dans l'émission. Donc en fait, on en parlera surtout dans l'émission suivante. Ça marche. Alors ce que j'aimerais voir particulièrement pour demain, c'est ADN pour le coup de Maïwenn, qui m'intéresse plutôt parce qu'en soi, elle se débrouille très bien dans ses réalisations. Ok, et on saura enfin avec qui elle sort, c'est ça ? C'est ça. Apparemment, c'est Louis Garrel. On n'aura pas besoin d'acheter Closer pour avoir confirmation. Gabin ? Au point où on en est, et vu tout ce qu'on a subi, je n'attends plus rien. Non, je déconne. J'ai quand même envie de voir Cagillionnaire. Ah oui. Beaucoup. Oui. Van Rachel Wood surtout. Shiva Baby, c'est demain ou c'est samedi ? C'est demain. C'est les 2 derniers films de la compétition, Cagillionnaire et Shiva Baby. Aussi.
Sinon, j'attends qu'on mette fin à notre supplice si jamais ce sont encore des bousins. Il y a Wonder qui a l'air sympa aussi. Mais alors, par contre, à 22h30, il faudra s'accrocher. Mais pourquoi pas? Moi, je suis assez chaud. Wonder pour voir Tommy Lee Jones. Ouais. Content d'avoir Tommy Lee Jones. Et dans Cagillionnaire, attends, il n'y avait pas que Kevin Rachel Wood qui me tentait. Il y a aussi Richard Jenkins. Ouais, Richard Jenkins. Je suis très content de voir. Sinon, après, il y a tous les films d'Annecy ce week-end. Oui. Et après, on n'y est pas encore. Ouais, et ça sera bientôt. Donc demain, nous parlerons sûrement. Normalement, oui, mais bon, s'il y a un imprévu, sait-on jamais. Covid, tout ça. Si les mesures drastiques sont annoncées à 9h du mat, on n'est pas dans la merde. Deauville est annulé. Et oui, Cagillionnaire de Miranda Julie, Shiva Baby d'Emma Seligman, Rouge de Farid Bentoumi, ADN de Maïwen, Wonder d'April Mulan. Ça sera pas mal. Et nos pronostics pour la compétition. Wonder d'après Mulan. D'après Mulan, c'est ça. Ils ont fait une nouvelle adaptation, c'est pendant le confinement en mode vas-y, on va poutrer Disney. Bref, demain on finit la compétition et on fera nos petits pronostics. On les enregistrera histoire de... Voilà, et vous aurez notre site Parion Claque. Vous pouvez parier des sous. Quintet plus quintet. Le claque plus dans l'ordre. Merci Gabin. De rien, bisous. Merci Thierry. Mais c'est un plaisir. Merci Marwan. Merci mon tuto. Oh, c'est mignon. Quelle tendresse. Fais des blagues. C'était Certains l'aiment à Deauville, un épisode spécial de Certains l'aiment à chaud. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour soutenir l'émission, abonnez-vous et laissez un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Abonnez-vous. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. Et sur MySpace aussi. Non. On n'a plus de site sur le Minitel non plus. Voilà. 36-15 claques. Nous, ça sera vendredi soir qu'on enregistre, donc ça sera samedi matin. Ouais. Bisous. 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 Bisous.